Samedi 16 juillet 2016, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 17 juillet, s'ouvre à Kigali, la capitale rwandaise, la 27e rencontre au sommet de l'Union africaine. Une rencontre où vont se discuter donc les grands enjeux du continent, parmi lesquels la question du passeport africain dans le cadre du renforcement du processus d'intégration sur le continent. Il y aura également d'autres questions, notamment celle du retrait ou non des États africains de la Cour pénale internationale en vue de la création d'une Cour africaine de justice. Il y aura bien évidemment aussi le renouvellement de l'instance dirigeante de la Commission de l'Union africaine dirigée par la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Je propose de suivre l'analyse sur les deux questions, à savoir donc la question du passeport africain et celle du retrait ou non des États membres des États africains de la Cour pénale internationale. Je propose à cet effet donc de suivre l'analyse du diplomate nigérien, ancien ambassadeur du Niger en Libye. Il s'agit de El Hadji Issoufou Bachar. Moi, je pense que c'est quelque chose de plus utile, c'est ce passeport africain. Il est vraiment nécessaire. Mais si la libre circulation des biens de personnes, que ça matérialisé et c'est le passeport. Et c'est vraiment l'idéal. Le jour où nous arriverons à avoir un passeport africain, où nous allons circuler en tant qu'Africains et nous voyager à l'étranger en tant qu'Africains, ce serait formidable. Et je pense que certains dans leur tombe vont bouger. Les gens comme Nkrumah, Sékou Touré, Luis Nyerere seront très heureux. Et vraiment, c'est l'idéal. Je souhaite bien qu'un jour qu'il y ait ce passeport africain, nous avons vraiment besoin. Par rapport à la question relative au retrait des pays africains de la CPI, moi je pense que vraiment cette question se pose de manière très très claire. Parce que au départ, la CPI, donc, qui est née du traité de Rome, c'est vraiment pour venir en aide aux populations opprimées. Il y a des chefs d'État qui oppriment le peuple et la justice est à leur solde. Donc il fallait donner une occasion aux populations africaines ou du tiers-monde en général pour pouvoir avoir une justice. Mais malheureusement, et effectivement, ça se limite aux pays africains et aux pays du tiers-monde. Au pays du monde, c'est un peu trop dire. Parce qu'on ne connaît pas encore un chef d'État d'Asie ou l'Amérique latine, qui sont aussi des pays plus ou moins sous-développés. Un chef d'État de ces pays qui a été une fois mis devant la cour. Alors qu'en Afrique, nous avons certains cas. Et ce qui est encore dramatique, c'est que ce n'est pas tous les chefs d'État africains qui ont commis des erreurs ou qui ont exercé certaines pressions ou oppressions contre le peuple qui sont traduits devant ce tribunal. C'est aussi les chefs d'État qu'on considère, ou que les Occidentaux considèrent comme anti-impérialistes. Et cela nous amène à dire que la CPI devient plus ou moins un outil des pays occidentaux contre certains chefs d'État africains. Et je n'exagérerai pas en disant que c'est un outil dans la main de l'impérialisme. Moi, je dis que si la CPI va se ressaisir pour être un tribunal pour tous les chefs d'État qui ont mal agi par rapport à la population, oui, que nous restions au niveau de la CPI, que l'Afrique reste au niveau de la CPI. Mais si la CPI doit servir d'instrument contre certains chefs d'État africains, je dis non, l'Afrique doit se retirer. Et moi, je pense qu'en réalité, il serait bon que l'Afrique se retire de la CPI. Voilà l'analyse du diplomate nigérien, ancien ambassadeur du Niger en Libye, Issoufou Bachar, sur les deux grands enjeux du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre demain 17 juillet à Kigali au Rwanda. Ces deux enjeux sont donc le passeport africain ainsi que la question du retrait ou non des pays africains de la Cour pénale internationale. Le rapport de la Banque mondiale sur la gestion macroéconomique et la réduction de la pauvreté présenté ce matin à la presse nigérienne au niveau de la Maison de la Presse, c'est une initiative conjointe du Conseil d'administration de la Maison de la Presse et de la représentation de la Banque mondiale ici au Niger. Le résumé de cette journée avec nos reporters Nasser Seydou et Hariata Salah.
La Banque mondiale et la Maison de la Presse ont organisé ce samedi une journée d'échange avec les journalistes sur le rapport de la Banque mondiale sur la gestion macroéconomique de la réduction de la pauvreté dans les pays de la sous-région, précisément au Tchad, au Mali et au Niger. Le représentant résident de la Banque mondiale nous parle ici des objectifs de cette journée d'échange économique. L'objectif est à deux dimensions. La première dimension, c'est d'abord prendre un contact formel avec les professionnels de la presse ici au Niger pour lancer une dynamique de dialogue continu. Et le second objectif, c'est le lancement effectif de notre rapport sur la gestion macroéconomique et la réduction de la pauvreté au Mali, au Niger et au Tchad. J'attends énormément beaucoup des choses de cette rencontre. La première, c'est créer une dynamique à partir d'aujourd'hui qui va permettre aux journalistes que vous êtes de mieux véhiculer notre message vers les bénéficiaires qui sont les Nigériennes et les Nigériens. Ceci est fondamental. Et dans le même processus, pouvoir faire remonter leurs contraintes, leurs besoins vers nous. Le second, c'est de trouver de façon consensuelle un accord pour mettre en place un cadre de concertation permanent et qui va permettre que nous puissions échanger, non pas de façon ad hoc, mais de façon permanente sur les questions brûlantes de l'heure. Et pour que les journalistes soient mieux informés, pour qu'ils puissent poser les meilleures questions et qu'ils puissent passer l'information vraie et en temps réel aux populations nigériennes. Cette journée d'échange permettra aux journalistes d'être outillés sur les questions économiques, dira le président de la Maison de la Presse. C'est assurément un grand privilège pour nous aujourd'hui d'échanger avec les responsables et techniciens de la représentation de la Banque mondiale au Niger sur l'économie de nos pays en général et sur le rapport de l'institution bancaire mondiale concernant la gestion macroéconomique de la réduction de la pauvreté. Il s'agira plus précisément de disséminer ce rapport en mettant en relief les défis communs et les résultats récents de développement et de protection de l'investissement public contre les chocs dans les États cités. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute la gratitude de la presse nigérienne à l'endroit de la représentation de la Banque mondiale au Niger, qui a bien voulu innover dans la publication de ces rapports au Niger. En partageant ceci avec les ondes des médias qui sont, il faut le noter, en relation directe avec les populations pour qui les politiques publiques, économiques surtout, sont mises en œuvre. Espérons que cette journée d'échange économique sera le point de départ d'un partenariat entre la Maison de la Presse et la Banque mondiale pour rendre plus visibles les actions de cette institution bancaire au Niger et contribuer au renforcement des capacités des journalistes dans le traitement des questions économiques. Les assises du deuxième congrès de la Société nigérienne de chirurgie orthopédique et traumatologie ont eu lieu, se sont donc déroulées aujourd'hui à Niamey au Palais des Congrès. Au-delà des médecins spécialistes nigériens, la rencontre a regroupé leurs collègues de plusieurs autres pays africains et européens. Ils ont essentiellement échangé autour de deux thématiques, à savoir l'arthrose de la hanche et du genou, ainsi que les fractures ouvertes de la jambe. Le résumé de cette journée avec nos reporters Ali Bourema et Hassan Saleh Mustafa. Les médecins spécialistes du Niger élargis à ceux de certains pays de la sous-région comme le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et même ceux de la France réunis ici à Niamey conjuguent leurs connaissances pour faire face à l'arthrose de genoux et hanches dont le taux de demande de consultation s'accroît de plus en plus, mais aussi de voir comment prendre en charge les fractures ouvertes des jambes. Ils ont consacré la journée de ce samedi pour échanger relativement à ces deux problèmes de santé. Les thèmes que nous avons abordés, ce sont les thèmes de nos préoccupations au quotidien, à savoir les arthroses au niveau de la hanche et du genou. Donc l'arthrose, c'est une dégradation de la fonction de la hanche ou du genou, qui, vous le savez bien ici, pose énormément de problèmes puisqu'il y a beaucoup de demandes de soins, particulièrement de demandes d'évacuation à l'étranger pour soigner ces arthroses. Et le deuxième thème, c'est la table ronde sur les fractures ouvertes de jambes.
Donc c'est quand il y a une fracture et l'os s'ouvre, il y a une plaie, il y a du sang et l'os est en contact avec l'extérieur. Et ça, avec la recrudescence des accidents de la circulation et surtout les taxis-motos, cette imprudence fait que de plus en plus on a à faire face à ces lésions. Or, c'est des lésions d'une gravité d'emblée, c'est des lésions graves et qui nécessitent une prise en charge rigoureuse et dont le pronostic à long terme est réservé. La plupart du temps, le professeur Da, qui a fait ses études de médecine à Niamey, a fait un constat. Il dit qu'il y a 30 ans, un peu plus quand il était étudiant à Niamey, les Nigériennes étaient sveltes, elles gardaient la ligne. Aujourd'hui qu'il est revenu, il a trouvé qu'elles sont obèses. Donc c'est la sédentarité, c'est le manque d'activité physique et qui entraîne la prise de poids. Et cette prise de poids donc entraîne donc une dégradation de ces articulations. Entre autres, il y a aussi, en dehors donc de la sédentarité, nous avons un problème sérieux qui est génétique, savoir la drépanocytose. Pour contribuer à réduire le nombre de malades qui nécessitent des interventions orthopédiques et traumatologiques, le professeur Sonna prodigue ces quelques conseils. C'est surtout la prévention, sensibiliser les populations pour être moins sédentaires, lutter contre l'obésité, sensibiliser nos confrères, surtout qui s'occupent des drépanocytaires, faire attention à la moindre boiterie. Cette journée scientifique régionale et internationale, deuxième du genre de la Société nigérienne orthopédique et traumatologique Sonicot, a été rehaussée par la présence d'éminents professeurs venus du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la France qui ont décidé de partager leur expérience avec les participants. Du sport avec la deuxième journée du championnat national de Maracana qui s'est tenue aujourd'hui même au niveau de l'Académie des arts martiaux de Niamey. Elle vient juste de prendre fin. Vous aurez les résultats dans nos prochaines éditions. Mais avant, nous proposons de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture de cette deuxième journée du championnat national de Maracana avec nos reporters Aboubakar Souley et Ibrahim Abdou Tikiri. 5 régions de notre pays participent à cette deuxième journée du championnat national de Maracana, dont le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région de Niamey. Pendant toute la journée de ce samedi 16 juillet 2016, les Maracaniers vont rivaliser dans le fair play et faire étalage de leur talent. Cette deuxième journée se tient à la veille d'un rendez-vous important de la Fédération internationale de Maracana, dont nous sommes membres. En effet, cette année aura lieu à Ouagadougou, les 16, 17 et 18 septembre 2016, la 5e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana. Les rencontres d'aujourd'hui nous permettent à notre staff technique d'entrevoir déjà une présélection des joueurs compétitifs et disciplinés, pouvant défendre valablement nos couleurs nationales et revenir avec les trophées. D'ores et déjà, la FENIMADA est en train de prendre toutes les dispositions au niveau administratif afin d'assurer une prise en charge effective des joueurs et assurer leur mise au vert dans les bonnes conditions. Plusieurs personnalités du mouvement sportif ont honoré de leur présence au lancement des matchs de la deuxième journée du championnat national de Maracana, dont le président du COSNI. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui nous sommes dans cette salle-là pour un championnat de tous les âges en football. Bon, alors c'est heureux, nous sommes contents, nous allons célébrer cette journée-là avec plaisir, avec joie. Ancien Maracanier, le gouverneur de la région de Niamey a demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports de mettre en place une équipe de Maracana du gouvernement du Brigitte Raffini. Je voulais lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Premier de la République du Niger, pour que enfin l'équipe de Maracana du gouvernement puisse voir le jour. Et ça permettra aux membres du gouvernement d'être réellement opérationnels. Parce que vous savez, le travail de bureau, ça use. Mais de temps en temps, même c'est un dimanche dans le mois, on se retrouve ici, qu'on court un peu, puisque, comme l'a dit le président du mouvement sportif, c'est un sport pour tous. Et alors, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, en tout cas le défi est lancé. Je pense que le ministre des Sports en fera son affaire. Je constate tout simplement que ce petit bébé qui est né il n'y a pas très longtemps est en train de marcher sur ses pieds. Et pourquoi je le dis? Parce que je suis émerveillé de constater que les régions de l'intérieur du pays ne sont pas restées en marge. Quand je vois Zender, Tawa, Tilaberi, Dosso sont encore là, je dis que vraiment bravo pour la fédération. Les matchs entrant dans le cadre de la deuxième journée du championnat national de Maracana
vont se jouer toute la journée de ce samedi à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Voilà, comme je le disais, donc, cette deuxième journée du championnat de Maracana vient de s'achever. Vous aurez les résultats dans nos prochaines éditions. Mais il faut savoir aussi que les résultats de la session 2016 du baccalauréat ont commencé à être publiés dans certains jurys de Niamey. Il s'agit par exemple au niveau des jurys 15, 16 et 24. Notre équipe de reportage vient à l'instant de revenir avec quelques réactions de candidats heureux, mais aussi d'un président de jury de vote que je propose donc d'écouter. Vous êtes admis, c'est ça? Voilà, je suis très content. Je ne sais même pas ce que je peux vous dire, je vous assure. Vous êtes admis? Oui, au premier. Là, je suis très content. Là, je suis admis à l'écrire avec mention assez bien. Je suis très content. Là. Vous avez fait quelle série? Série A, série A. Franco-arabe. Nous avons au total 176 candidats admis sur les 425 candidats. Monsieur le Président, quand on ajoute la liste du second groupe, ça va vous donner un taux de réussite de combien environ? Oui, 41% en fait. Vous avez 41,41 comme ça, % de réussite. Voilà, vous suivrez certainement beaucoup plus de détails sur la proclamation de ces résultats du baccalauréat session 2016 dans nos éditions de demain. Refermons ce journal avec ce reportage sur les écoles coraniques en cette période de vacances. En effet, plusieurs parents, au lieu donc de laisser les enfants, préfèrent donc les envoyer dans les écoles coraniques pour apprendre la religion. C'est un reportage signé Soumaïla Abdoulaye et Assamaou Seydou. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Pendant la période des vacances scolaires, beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques. Que ce soit dans les mosquées ou dans les centres d'enseignement coranique, l'affluence est totale. C'est une école que nous avons fondée pour enseigner aux enfants l'islam et leur donner l'éducation et la culture islamique. En même temps que nous avons aussi des horaires pour les grands, hommes et femmes. C'est la nuit. Il y a certaines nuits pour les hommes et certaines nuits pour les femmes. Les enfants, nous les prenons pendant les vacances pour leur enseigner le Coran et la culture islamique. L'apprentissage de l'islam dès le bas âge est une recommandation de la religion. Pendant l'année scolaire, les élèves ayant suivi 9 mois de cours, et donc ils partent en congé, en vacances de 3 mois. Et certains parents profitent effectivement pour envoyer ses enfants à l'école coranique. Donc je trouve que c'est une bonne chose parce que de deux côtés, c'est l'éducation. Donc, il y a le système colonial que nous sommes en train de suivre, un système formel où il y a un programme, les élèves sont obligés de suivre donc, au même rythme et c'est sanctionné à la fin de l'année par un test de passage. Et, alors qu'au niveau de l'école coranique, donc c'est l'informel, comme on le dit, et les élèves suivent les cours chacun à son rythme. Quant aux apprenants, les cours de vacances dans les écoles coraniques sont une occasion à multiples opportunités. Certains d'entre eux témoignent. Je viens pour qu'on nous enseigne l'islam, parce que c'est notre religion. Si on refuse d'aller faire des vacances, je viens pour apprendre l'islam. J'ai les vacances. Je viens ici pour apprendre ma religion. Je ne vais pas passer mon temps à jouer. À la maison, il n'y a rien à faire et je suis venue pour apprendre le Coran. Les grandes vacances scolaires permettent ainsi aux enfants de parfaire leurs connaissances sur l'islam, ce qui constitue un plus pour l'enfant. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.